Félix est une légende. Il est l'homme de l'ombre de ma boîte, celui qui gère tout en coulisses. Support client, compta, administratif, TVA, recrutement, fiscalité. Le plus fou, c'est qu'il a appris tout ça en autodidacte, puisqu'avant, il était joueur d'orgue dans une église suisse. Lorsqu'il est passé à Paris ce week-end, j'en ai profité pour faire cette interview passionnante. Il raconte son parcours de 0 à 25 000 euros par mois, puis il répond aux questions que vous lui avez posées sur le canal Telegram. Comment il s'est démarqué pour trouver des clients, l'incroyable email qu'il m'a envoyé pour que je l'embauche, son processus de recrutement ultra strict et ses conseils pour trouver son propre Félix. Vous pouvez à tout moment rejoindre mon canal Telegram en cliquant sur le premier lien en description. En attendant, installez-vous confortablement et écoutez bien parce que vous allez apprendre des trucs. Salut Félix. Salut Antoine. Eh ben, je suis content que tu sois là parce que c'est pas souvent que tu passes à Paris. Tu vis en Roumanie. Yes. Et Félix, pour ceux qui le connaissent pas, c'est mon bras droit. C'est la personne qui travaille avec moi dans mon business. C'était un peu l'homme de l'ombre de mon activité. C'est toi aussi. L'homme à tout faire aussi parfois, j'avoue que j'abuse un peu. C'est toi qui gères l'administratif, c'est toi qui gères la compta, c'est toi qui gères la fiscalité. Tu m'as sorti d'un contrôle fiscal et c'est l'État qui a dû nous donner de l'argent. Ouais. On a gagné un procès contre une banque grâce à toi aussi. Et sans toi, ce serait très 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 compliqué. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu, parce qu'on ne l'a pas vraiment fait avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, puisque tu étais joueur d'orgue à la base quand on s'est connus. Aujourd'hui, tu as un business qui fait 25 000 euros par mois de chiffre d'affaires, plus de 20 000 euros de bénéfices. Ça cartonne, tu travailles avec plein d'entrepreneurs du web, tu es derrière des grands noms d'Internet. Et en fait, tu as une reconversion qui est absolument inattendue. Et j'aimerais qu'on en discute, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton histoire dans la première partie. Et dans la deuxième partie, je vais te poser des questions que mon audience a à te poser. Top. Et t'es prêt ? Ouais, on y va, ouais. Ok, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire ? Comment t'en es arrivé à faire ce job aujourd'hui ? Ouais. Donc moi, j'étais organiste, j'étais aux études à Paris, banlieue parisienne, et ça se passait bien, c'était mon objectif pro, etc. Donc, t'étais étudiant à l'époque, t'avais quel âge à peu près ? Là c'était 18-21, là Okay. j'ai fait des études de musique, collège, lycée, etc. Et ensuite je me sentais pas forcément super bien à Paris, parce que je voulais pas faire comme tout le monde, je voulais pas faire le conservatoire de Paris, etc. Et donc je suis parti en Suisse, la Haute École de musique de Lausanne. J'ai trouvé des jobs d'organiste, donc j'ai été salarié de l'Église catholique de Suisse, donc bonjour bonjour la Suisse. Et ouais, j'étais super heureux. Et c'est en 2016. Je me souviens, j'avais vu une annonce de recrutement de Stan de Marketing Mania à l'époque. Il cherchait un assistant, et moi à l'époque, je suivais ça de loin parce que j'étais pas du tout dans la cible, mais je trouvais ça incroyable, je trouvais ça audacieux. Je me souviens que j'avais vu, il y a 2 années auparavant, j'avais vu des vidéos de toi passer, puis après puis après les podcasts de Stan, etc. Et je trouvais ce monde fascinant de voir des jeunes audacieux. Et à l'époque, c'était les balbutiements, quoi. Et je trouvais ça exceptionnel. Et quand donc, Stan recherchait un assistant à l'époque, en 2016, je me suis dit, tiens, ça me plairait de prendre part à l'aventure. C'était pas du tout un objectif professionnel, ou de me dire c'est pour gagner plein d'argent ou quoi que ce soit. C'est juste, j'avais finalement envie de participer à l'aventure et de découvrir un nouveau monde, et d'aider des gens qui je trouvais intéressants, inspirants, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Stan m'a pris. Ensuite, il y a eu toi qui a eu besoin une année plus tard. C'est marrant parce que c'est vraiment pas en effet un parcours classique, puisque tu es dans un domaine qui a rien à voir avec le marketing en ligne, où potentiellement, a priori, le copywriting, ça ne sera pas d'une grande aide pour devenir un meilleur organiste. Et donc, tu t'es intéressé là-dedans au point de travailler pour un gars qui fait ça, alors que ça avait rien à voir avec tes plans de carrière de l'époque. Ouais, exactement, ouais. Une de mes forces, je pense, c'est de valoriser beaucoup l'éducation et l'enseignement de manière générale. Et je me suis toujours intéressé à des domaines qui avaient finalement rien à voir avec ce que je faisais, parce que je me suis toujours dit que sur le long terme, ça allait avoir un impact qui est énorme, parce que j'allais faire des choix qui sont différents au fur et à mesure. Et oui, ça a été le cas. Ouais, c'était le cas.
Donc voilà, donc Stan, donc je bosse avec Stan. C'était la grande époque parce qu'à l'époque, je me souviens, il avait une chaîne YouTube avec 1000 abonnés. Ça fait bizarre de dire ça. Je postais les vidéos YouTube, faire les descriptions et tout. C'est hyper gratifiant de voir là où il en est aujourd'hui. Puis tu as eu besoin ensuite, je crois que c'était juin 2017, il me semble. Et là, j'ai postulé. Ouais, il faut préciser quand même le contexte. C'est moi, à ce moment-là, j'ai besoin juste d'une personne au support client. Parce que je me dis, putain, c'est trop de boulot, j'aime pas envoyer des mails, il faut que quelqu'un gère ça pour moi. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur mon groupe Facebook ou sur ma page Facebook, je crois. Ma page Facebook, et je poste un message pour dire, voilà, j'ai besoin d'un assistant, une personne pour s'occuper du support client. Si vous êtes partant, envoyez-moi un mail. Et j'ai reçu peut-être plusieurs centaines de mails, peut-être 100, 200, 300 mails. Et il y en avait un qui sortait vraiment du lot, c'était le tien. Et pour la petite histoire, je vais raconter parce que je ne l'ai jamais raconté, je pense, donc c'est une exclue. À ce moment-là, je me souviens, je vois le truc passer, je me dis, Antoine va recevoir un nombre de candidatures énorme. Est-ce que je tente, tu vois, enfin, est-ce que j'envoie un message, est-ce que j'envoie un email ? Ça va être probablement pour rien, tu vois. Puis je me dis, quand même, si tu le fais pas, tu vas regretter, tu vas pas le regretter de le faire. Et je me suis dit, bon, tu prends une demi-heure quand même. Je me souviens, j'étais dans le train, tu vois. Je me dis, tu prends une demi-heure pour pas le regretter, mais j'avais quand même la flemme, tu vois. J'avais la flemme de le faire. Je me suis dit, ça va être pour rien. Et je prends une demi-heure pour le faire. Et je me dis, j'essaie de le faire bien. Et j'essaie de me mettre dans tes chaussures et me dire, qu'est-ce que j'aurais envie d'entendre à ta place. Et c'est à ce moment-là que je te contacte. Et voilà. Alors, il faut préciser que, parce que les gens se demandent peut-être, mais qu'est-ce que tu as bien pu écrire dans ce mail pour qu'il sorte du lot comme ça ? En fait, moi, la réaction que j'ai eue quand j'ai lu ce mail, c'est putain, ce mec, il a tout compris, quoi. Il a exactement compris ce dont j'avais besoin. Il a exactement compris mes problèmes. Alors, il faudrait que je retrouve le mail exact, mais en gros, tu me disais des trucs. Tu me disais des trucs, ça serait bien, ça serait bien. En gros, tu me disais des trucs du style. Je sais à quel point c'est difficile pour toi chaque jour d'aller voir tes mails, t'as envie de penser à autre chose, de te concentrer sur tes contenus, mais à chaque fois il y a ça qui te prend la tête, ça te prend du temps, t'es moins productif, t'es moins efficace, et moi je suis là pour te décharger toutes ces responsabilités-là. Et la manière dont tu l'as présenté, je me disais c'est exactement ça. Et donc on s'est appelé, je crois que l'interview a duré 5 minutes, et au bout de 5 minutes j'ai dit bon bah vas-y on fait un essai, parce que pour moi c'était évident que j'avais même pas envie de contacter les autres, parce que ton mail était juste, c'était exactement ce que je cherchais, quoi. Et top. Et pour la petite histoire encore, parce que j'ai plein de petites histoires. Quand on a commencé à bosser ensemble, à l'époque, c'était un abonnement et il y avait un abonnement et il fallait appeler les clients pour le Maker Club. Pour le Maker Club, et pour prendre la température, etc. Et je partais juste 2 jours après, je partais en Belgique dans un monastère où j'étais même pas sûr d'avoir internet, d'avoir du réseau. Et donc j'avais été enfermé dans un monastère et tout. Puis je me dis mais comment ça va comment je vais faire ? Et je me souviens que j'ai commencé à aller dans le parc, à essayer de trouver du réseau et tout, pour essayer de trouver. Et j'ai réussi à faire les appels, mais je t'ai pas mis sur le truc le plus facile dès le début. Tu devais appeler tous les nouveaux clients pour leur souhaiter la bienvenue. Et il y a un truc aussi, c'est à aucun moment la distance. En fait, à ce moment-là, on s'était jamais rencontrés en physique. Enfin, je crois qu'on s'était rencontrés à un dîner abonné que j'avais fait à Paris peut-être quelques années avant, mais par hasard. Ça, et en fait, la distance n'a jamais été un problème dans notre relation de travail. Et ça, c'est vraiment un des signes, je trouve, de la révolution qui a lieu aujourd'hui. C'est que ça a même pas été, il y a même pas eu vraiment de débat avec ça, de dire mais comment on va faire, machin. Non, ça a été bon pas de souci, quoi. On bosse chacun de notre côté, on se fait des meetings sur Zoom et à aucun moment il y a eu cette question de est-ce qu'il faut prendre un bureau. On n'a même pas fait de meeting Zoom, je crois, depuis le début, non. Oui, c'est vrai qu'au début, on faisait pas au téléphone. Et au début, on faisait même pas de réunion quasiment. C'est que récemment ça. On discutait sur Telegram, quoi. Ok, donc on commence à bosser ensemble. Donc là, c'est ce moment-là l'histoire. Après, je sais à peu près ce qui s'est passé. et comment ça a évolué ensuite pour toi ? Donc moi, j'étais toujours à fond dans l'orgue parce que pour moi, je faisais ça juste par plaisir, je faisais juste ça par plaisir et je pensais absolument pas. J'avais pas du tout la vision de me dire que ça pourrait donner quelque chose. Tu vois, moi, je le faisais juste pour T'arrivais à gérer les deux en même temps ? Tu te disais pas il faut que je choisisse à ce moment-là ?
Non, parce que alors les jobs d'organiste, moi j'avais 2 messes et demie par week-end. 2 messes et demie par week-end, donc c'est à peu près 6-7 heures de boulot. Avec les répétitions, c'est pas non plus, c'est pas la mort. Mhm. J'avais la haute école de musique, mais ça s'est vite mal passé, donc ça a permis de mettre un terme assez rapidement. Tu as Puis, expliqué ce qui s'est passé ou c'est pas ouais, pertinent? y a pas de souci. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui était assez libre et enfin comment dire, à pas jouer un jeu et pas dire ce que les gens veulent entendre, etc. Et ouais, j'avais un prof de basse continue qui humainement, j'adorais le personnage. Franchement, j'adorais le personnage, mais d'un point de vue enseignement, moi, c'est pas du tout la matière qui m'intéresse. C'est pas du tout la matière qui m'intéresse, donc je bossais pas. Et voilà, il m'aidait pas forcément à transcender mes difficultés, on va dire. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je commençais à avoir des problèmes parce que voilà, il s'est plaint que je travaillais pas, etc. Et ça s'est vite escaladé. Et moi, j'y suis allé en mode, tu vois, enfin, accuser le prof, etc., machin et tout, être en mode. Et bah oui, après, là, c'est la petite mafia, tu vois. Ouais. C'est la petite mafia. Dans ces milieux-là, j'imagine Ouais. qu'il y a une hiérarchie qui est bien en place et ils aiment pas les éléments un Voilà, peu les exactement. électrons Ouais, libres, ouais. quoi. Et puis aussi, la Suisse est particulier parce que Mhm. il y a un climat social où faut pas sortir. La qualité de la relation est quelque chose qui est le plus essentiel. Donc dès que Ok. tu hausses la voix en termes ouais, dès que tu accuses Le quelqu'un, ou je sais pas, conflit est voilà le très mal conflit, voilà, vu. c'est Ouais. exactement. Et donc ça s'est mal passé. Et ce qui m'a vraiment touché en fait, c'est que mon prof d'orgue, de l'époque, a pris parti pour ce prof, alors que c'était une Ouais. discipline qui était annexe, et qu'en fait, tu es là dans ces écoles, t'es là t'es là pour le prof d'orgue, tu es là pour Ouais. l'environnement, et ça m'a hyper blessé, quoi. Ouais, Ça je comprends. m'a, Tu t'es j'a- senti trahi. moi, j'attendais pas de lui Ouais. qu'il prenne position pour moi, tu vois. Moi, j'attendais d'avoir une attitude adulte, Neutre. Ouais. de quelqu'un comment dire, se retire et qui prend pas parti, tu vois. Mhm. Et ça s'est un peu ligué contre moi et voilà, on m'a fait comprendre qu'il fallait arrêter. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je continue l'orgue parce que j'avais un super poste à Fribourg, j'avais un double poste et à l'époque je gagnais relativement bien ma vie pour un musicien, tu vois. Si je compare aussi Mhm. avec mes collègues organistes, j'avais Ouais. plutôt une place en or. Et en À plus, l'époque, ça a l'air suisse. ouais, alors ça peut paraître pas beaucoup ce que je vais dire, mais pour la musique, c'est quand même. On bosse que le week-end, là, ce que je vais dire. Ouais. Donc j'ai été payé 2000 net, 2000 euros net, enfin, je convertis en euros, tu vois. Euh, et si je passais tous les diplômes, le master, etc., je pouvais prétendre à peu près à 3005 juste pour travailler le week-end. Et, Ok. et donc, à ce moment-là, tu vois, le fait d'être assistant ne représentait pas des Mhm. sommes qui étaient significatives juste pour ou plutôt que j'ai Ouais. pas eu la vision, tu vois, mais je me suis pas dit Ouais, ouais, que ok. c'est le truc à faire, À etc. ce moment-là, tu vois plus de perspectives financières dans l'orgue que dans ce que tu fais sur Internet. Ouais, bah surtout ma passion Ouais. ultime dans la vie, Ouais, mon ouais, je objectif de comprends. vie, etc. En fait, et oui, ouais, Comment tu passes de ça ouais. à ok, j'arrête l'orgue et je vais bosser à plein temps pour les entrepreneurs? Genre, il s'est passé un truc Ouais, entre ouais, les deux. ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, petit à petit, dans le travail que je faisais pour toi et que j'ai commencé à faire pour d'autres, j'ai commencé à prendre des responsabilités. Je me suis rendu compte que je devenais bon dans ce que je faisais. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais apporter quelque chose qui était beaucoup plus puissant dans ce domaine-là que finalement dans l'orgue, qui finalement était quelque chose d'assez, je dirais, égoïste en fait. En fait, Mhm. l'orgue, je le faisais pour moi, je le faisais pour la transformation que c'est Ouais. d'étudier et de progresser, etc. Mais j'avais absolument pas envie de jouer pour les autres. Sauf l'Église qui a un domaine un peu particulier où là
où je me suis épanoui, mais j'avais pas du tout envie de faire de concert, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, bah, j'étais bon là-dedans, et c'était quelque chose que je pouvais apporter dans le monde que personne ne ferait si je le faisais pas. Et c'est ça qui m'a transcendé, à Il y a eu l'époque. un déclic ou ça s'est fait progressivement? Ça s'est fait progressivement. Et au départ, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à bosser ensemble, j'ai commencé à voir les coulisses, et j'ai commencé à voir aussi là où tu avais des difficultés, et notamment tout sur les aspects comptables et de gestion. Moi, j'y connaissais rien du tout, tu vois. J'y connaissais rien. Ça, c'est dingue. Mais je vois, tu vois, moi, je voyais quelqu'un, je vois un créateur de contenu, je voyais le potentiel que, même si, tu vois, tu avais déjà une certaine notoriété, etc. Mais je voyais que tu pouvais faire beaucoup plus, et je me disais, mais c'est dommage, tu vois, de voir des créateurs qui sont limités par ça. Et je me suis dit, mais en voyant les interactions avec les comptables, etc. et autres, je voyais bien que tu étais livré à toi-même, en fait. C'est-à-dire que y a personne qui te comprenait, qui pouvait te décharger, ou ne serait-ce que donner les éléments pour que tu puisses être autonome là-dessus. Et je me suis dit, bah attends, mais c'est dommage, il faut. Je pense que instinctivement, sans vraiment le théoriser, on a eu en fait ce besoin de former un duo créatif opérateur, tu vois. Et tu vois, dans toutes les grandes boîtes qui réussissent vraiment, souvent il y a ça. Le créatif tout seul, il n'arrive pas à aller très loin parce qu'il est, en fait, il s'enferme dans ses schémas d'artisanat. Et l'opérateur tout seul, bah, il a besoin d'avoir de la matière. Et tu prends par exemple, je sais pas, tu prends Apple, Steve Jobs évidemment créatif qui arrive avec les idées visionnaires. Et ensuite tu prends Tim Cook qui a repris le flambeau. Il est peut-être moins visionnaire, mais il a fait x10 avec la boîte. Et en fait, tu te rends compte qu'être un excellent opérateur, c'est aussi important qu'être un excellent créatif. Bien sûr. Et en fait, le duo entre les deux, et Steve Jobs avait compris, parce qu'il a eu a l'instinct avec Tim Cook. Le duo entre les deux, ça fait des trucs incroyables. Tu sais ce qui se passe quand il n'y a pas d'opérateur? Vas-y. Ça donne FTX, quoi. FTX. Non, mais c'est ça. Non, mais souvent, c'est vrai. T'as raison. Non, mais c'est ça. Hein. T'as raison. Et en fait, moi, au début, comme beaucoup de créatifs, tu vois, un peu égo surdimensionné, je me rendais pas compte à quel point j'avais besoin d'un opérateur. Et c'est le fait de travailler avec toi, d'abord en donnant un petit peu de responsabilité et ensuite te laisser en prendre de plus en plus, que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais vraiment besoin de ça. Et moi je pouvais pas exercer ma créativité, avoir de l'ambition, si j'avais pas derrière une personne qui m'aidait sur toute cette partie opération. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on l'a jamais verbalisé, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été dans tu vois, je veux faire ça, j'ai l'ambition d'eux, etc., etc. Et toi, t'as pas eu le truc je vais t'amener là, ou je veux que tu fasses ça et tout. En fait, la façon dont je le vois, et c'est peut-être une différence que je vois avec énormément de freelance ou énormément de gens qui se lancent sur Internet dans ces domaines, c'est que moi, j'ai été extrêmement patient parce que j'avais aucune attente, tu vois. Et toujours une vision très très longue. Enfin, ça va être contraire à ce que je vais dire, mais juste avant, c'est que j'ai toujours été très long terme, c'est-à-dire à pas chercher le gain immédiat et simplement, tu vois, suivre l'élan que j'ai. Et ça m'a permis d'être extrêmement patient. Et finalement, on a construit une relation de travail petit à petit. Et ça s'est fait naturellement, et c'est ça qui a, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est sous-estimé aujourd'hui, la patience. Les gens veulent trop très vite, et du coup ils abandonnent alors qu'ils étaient sur la bonne voie. Et t'as eu ce truc-là. Et moi aussi, un truc qui m'a surpris dès le début, c'est moi je suis pas un excellent manager, c'est-à-dire que je vais pas sans arrêt à être un peu regarder ce que tu fais, à essayer de t'inspirer, etc. Et en fait, toi, tu as pris les rênes un peu de la relation qu'on avait, en disant bon bah voilà, tu m'as envoyé des messages régulièrement, tu me proposais des choses, tu me proposais de prendre plus de responsabilités, c'est toi qui m'as proposé aussi qu'on fasse un rendez-vous hebdomadaire, qui est une évidence, c'est normal de devoir faire ça, tu vois. Moi, ça m'était combien d'années avant de faire ça, je sais pas, moi ça m'était même pas venu à l'idée. Et en fait t'as pris un peu les devants sur ces trucs là, ce qui moi m'a rassuré aussi en me disant ok, je peux lui lâcher du lest en fait. Et c'est ça, et c'est comme ça que ça s'est fait, même si on n'avait rien planifié à l'avance, où petit à petit je t'ai laissé prendre de plus en plus de responsabilités dans la boîte.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais que tu connaissais rien. C'est vrai que tout ce qui est fiscalité, compta, c'est quand même des trucs qui sont très complexes. Il y a des gens qui font une carrière entière là-dessus, qui font 10 ans d'études pour apprendre ça. Et toi, c'est quelque chose que tu as appris en pur autodidacte, c'est-à-dire en allant sur des forums obscurs sur Internet, en regardant. Tu m'envoies parfois des vidéos YouTube de gens qui parlent d'investissement, de machin, qui font 300 vues que personne connaît. Et toi, tu regardes ces vidéos d'1h30 pour te former, tu prends des notes. Et c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire. Et je pense que ça peut aider aussi beaucoup de gens que t'en parles. C'est comment t'as fait pour passer de j'y connais rien en fiscalité à un petit contrôle fiscal, allez hop, on y va et on demande de l'argent à l'État, quoi. Déjà, avant de commencer, il faut dire que la gestion, la fiscalité, etc., ça n'a jamais été ma passion ultime au préalable, tu vois. C'est-à-dire que, et c'est important de le dire, c'est que ça m'a passionné parce que je suis devenu bon. Mais pas parce que foncièrement, tu vois, moi j'étais musicien et honnêtement, j'ai quand même vendu une part de moi-même, tu vois, comment dire, en passant d'une identité d'artiste à finalement être les mains dans le cambouis dans quelque chose de très concret, très matériel, quoi, très pragmatique. Est-ce que c'est pas quand même un peu les mêmes zones du cerveau qui s'activent quand tu fais de la musique, dans le sens où la musique c'est énormément de rigueur quand même. Il y a le côté évidemment créatif, artistique, mais il y a aussi quand même énormément d'apprentissage, de travail, de rigueur, de justesse. Et il y a de la justesse, c'est pas juste tiens je fais ce que je veux, faut que ça sonne juste. C'est vrai que c'est pas un peu la même chose avec les chiffres? C'est vrai que dans les cursus qu'on faisait en musique, on bossait tous. Et j'étais peut-être celui qui bossait. J'étais plus dans la fourchette basse que la fourchette haute. Donc j'étais quand même dans un environnement où ça m'a poussé vers le travail, etc. Et je pense que ce sens du détail et de la rigueur, ça m'a permis de le transposer là-dedans. Mais ce qui m'a permis de transcender les difficultés qu'on a traversées, c'est avant tout le sens du service, l'idée, comment dire, la gratification de me dire que on construit une aventure, on construit la boîte ensemble, etc. Et d'être au service, finalement, d'être au service d'autres personnes. Et j'ai trouvé ça extrêmement gratifiant, tu vois. C'est toi qui m'avais parlé la métaphore du maître d'hôtel, tu vois. Et c'est vrai que en y réfléchissant, c'est un métier que j'aurais pu faire, tu vois. Concierge d'hôtel ou dans un hôtel de luxe, essayer de trouver des solutions à des problèmes insolubles et autres. Donc il y avait ça, tu vois, il y avait cette base-là. Et au final, après, finalement, tiens, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. Moi, au départ, je me souviens, les discussions, quand il fallait réunir les documents comptables, etc., moi, je ne savais pas ce que c'était la TVA. Je partais vraiment de zéro. Non, c'est ta passion, la TVA. Oui, c'est ma passion. Il me saoule avec la TVA. Donc, mais petit à petit, tu vois, c'est toujours avec de la patience, en faisant un petit peu tous les jours, en n'abandonnant pas, on y arrive, tu vois. Et je pense que ce qui fait que la plupart des entrepreneurs ne deviennent pas bons en termes de gestion, c'est juste que s'ils n'ont pas envie et ça, c'est pas du tout dans ce qu'ils ont envie de faire. Voilà un peu ce que je peux dire. Je pense que c'est important de faire cette interview parce que tu fais partie du genre de personnes qui font un métier qui est extrêmement utile et qui fonctionne très bien. Qui a vraiment un métier d'avenir et peu de gens en parlent en fait parce que tu fais pas partie des stars du web, tu fais pas partie des gens qui sont sur le devant de la scène. Et tu vois, tous les mecs comme moi, les marketeurs, les influenceurs, les entrepreneurs qui se montrent, qui se filment, on a l'impression en fait que c'est ça l'entrepreneuriat et que c'est que ça parce qu'en fait c'est les seuls qui sont visibles puisque leur business model consiste à se marketer. Mais en fait, il y a tout l'aspect invisible de l'iceberg dont tu fais partie, où en fait, il y a énormément d'opportunités pour les entrepreneurs. Même dans cette galaxie des entrepreneurs du web, dans cet écosystème, il y a tout un tas de métiers qu'on peut faire, avec lesquels on peut très bien gagner sa vie et s'épanouir, qui ne consistent pas à être sur le devant de l'affiche, qui ne consistent pas à être créatif ou à bosser tout seul dans son coin, qui consistent souvent à se mettre au service d'autres entrepreneurs, comme tu le fais, à trouver des solutions à leurs problèmes. Et en fait, il y a une demande qui est énorme, j'ai l'impression, pour ça. Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on évolue dans une économie qui est en croissance. Alors, je ne parle pas de l'économie en général, mais je parle de l'enseignement en ligne, finalement. C'est un besoin qui est fondamental de progresser. On n'est pas sur un feu de paille, tu vois.
On n'est pas sur un feu de paille, on est sur un gros trend. Long terme. On a besoin de se former et de pouvoir apprendre des compétences dans n'importe quel domaine à des prix qui sont relativement bas, même quand c'est des formations chères. Certains se plaignent et c'est pas ce que tu vends, des formations ultra chères, mais il faut juste rappeler combien c'est des études. Hein. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, je voulais aller aux États-Unis pour l'orgue. Et c'était $50,000 par an, tu vois. C'est juste là, pour une fraction de ce prix-là, on peut apprendre des compétences qui sont absolument capitales et qui sont faites par des formateurs qui ont vraiment un point de vue pratique, tu vois. Et donc il y a une économie et derrière, forcément, ça crée plein de métiers, sous-métiers, sous-traitants et d'entreprises, etc. Il y a énormément de façons de prendre part à la révolution de l'enseignement, quoi. Alors, maintenant, je voudrais que tu nous racontes comment tu es passé de, je sais pas, 300, 500 euros par mois en faisant du support client à une entreprise qui fait 20 000 euros de bénéfices tous les mois. Je pense que le plus important quand on est prestataire de service, c'est une compétence qui est sous-valorisée parce que personne n'en parle. C'est le recrutement inversé, en fait. C'est la capacité à repérer les bons clients, tu vois. Ça, personne n'en parle, mais au final, on se rend compte, quand on fait les choses par défaut, on se rend compte nécessairement que 20% des clients rapportent 80% du résultat, 20% des clients rapportent 80% du kiff. Et en fait, moi, je vois beaucoup de freelance, de prestataires qui se mettent à prendre toutes les missions sur des sites, ou même dès qu'on fait appel à eux, ils sont contents, même lorsque tu vois qu'ils sont bien payés à court terme. Ah, c'est génial, j'ai un client, je suis bien payé, etc. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner à long terme. Et pour ça, il y a des critères, tu vois, il y a des critères qu'il faut regarder chez les clients pour lesquels on travaille. Et moi, le meilleur conseil que je dirais, c'est il vaut mieux crever la dalle, tu vois, en tant que prestataire, que prendre de mauvais clients. Parce que ça, c'est le piège. C'est le piège sans fin. C'est quand tu commences à avoir des clients qui sont pas aussi bons que ce que les autres clients que tu pourrais avoir. En fait, ils vont te ramener leurs potes et tu vas intéressant. Adapté à cet univers-là, en fait. Donc dès le début, en fait, faut pas accepter n'importe qui. Et dès le début, il faut faire la démarche, quitte à galérer plus longtemps, d'aller chercher les meilleurs clients. Moi, ce qui m'a entre guillemets sauvé, c'est que j'étais extrêmement patient et que je faisais pas ça pour l'argent, etc. Et t'en avais pas besoin aussi immédiatement, quoi. Non, j'avais pas besoin. Et donc ça, c'est le meilleur conseil, c'est il vaut mieux crever la dalle qu'avoir de mauvais clients et se concentrer. On parle. Alors là, pour le coup, on parle beaucoup de la cible, de l'avatar, etc. Machin, toujours mieux connaître sa cible. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Quels sont les clients auxquels on peut apporter un maximum et qui pourront nous rétribuer aussi, à long terme. Et ouais, après c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux développer rapidement dans le concret comme les différentes étapes qui ont fait que tu as trouvé des clients, que tu as pu augmenter ton chiffre d'affaires? Et ça va de pair avec l'un des critères qui est par exemple, il y a une prime à bosser pour des marketeurs, tu vois. Et ça, personne n'en parle personne n'en parle. Mais tu vois, moi, j'ai commencé avec Stan. Et en commençant avec Stan, au final, ça m'a permis d'avoir un espèce de capital symbolique absolument extraordinaire. Parce qu'en plus, lui, il a explosé, qui m'a permis de travailler avec toi. Toi aussi, en termes de capital symbolique, ça m'a permis d'apporter de manière énorme une notoriété et des autres clients. Et ça, je le vois, tu vois. Et maintenant, je bosse avec un autre marketeur qui est Jérémy Coleman. Je me rends compte, tu vois, que y a une prime à ça. Et finalement, moi, j'ai jamais eu besoin de faire de prospection, j'ai jamais eu besoin de faire de marketing, j'ai jamais eu besoin. Là, j'ai lancé mon Instagram, tu vois, il y a personne, etc. C'est les marketeurs qui font ton marketing. Exactement. Et ça, moi, je l'ai découvert par hasard, tu vois. Et ça, j'ai eu de la chance. Mais quelqu'un qui débute, il devrait en prendre conscience, tu vois. Il devrait en prendre conscience. Il n'y a pas que l'argent à court terme. Il faut surtout voir le long terme. Donc c'est que des prestataires
Ils te rémunèrent comment, à l'heure, pourcentage, comment ça... Alors, ça a évolué, ça a évolué avec le temps parce qu'au départ, j'étais assistant et je travaillais à l'heure. Moi, j'ai commencé à 10 euros de l'heure, puis après, ça a été à 15 euros de l'heure, puis après, c'est monté, 20, 25, etc. Machin. Puis après, le jour où tu m'as, entre guillemets, donné les clés de ta boîte, tu m'as proposé un pourcentage sur ta boîte, sur ton chiffre d'affaires. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un modèle qui était hyper pertinent. Moi, j'ai vu que ça m'a beaucoup plus engagé parce que ça m'a permis aussi de m'investir beaucoup plus du coup à court terme pour développer mes compétences. J'ai suivi des formations qui étaient quand même assez lourdes et difficiles. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir cet élan-là. Et après, j'ai reproduit ce modèle-là. C'est que je me dis, si ça, finalement, comment dire, si ça marche avec un créateur, je peux généraliser ce modèle, tu vois. Et quand je parlais des clients et des critères, tu vois, un autre critère qui est important, c'est de travailler avec des gens qui n'ont pas de problème de rapport avec l'argent, qui sont pas là pour faire un coup, pour faire un braquage de banque, c'est-à-dire venir faire 2 millions, 3 millions et se casser et vivre de ses investissements, tu vois. Et je pense que c'est une caractéristique que tu as et que partagent mes meilleurs clients. Toujours cette approche long terme. Exactement, et voilà. Donc ça s'est fait progressivement. Tu as combien de clients aujourd'hui à peu près ? J'en ai à peu près une dizaine, ouais. Ok, une dizaine. Les revenus que tu fais avec ta boîte sont à peu près répartis sur les 10 ou Alors, majoritairement, il y a une loi de Pareto. J'ai 3-4 clients qui me rapportent la majorité du chiffre d'affaires. Et après, j'ai des jeunes pousses. Sur lesquels tu investis pour plus tard. Voilà, c'est exact. C'est un peu le modèle de portfolio compagnie, comme on appelle, à Alex Hermosi, qui est de finalement développer des partenariats et des fois, voilà. Moi, ce qui est important, c'est je vise la croissance. Est-ce que, tu vois, cette personne a le potentiel de croître et d'être demain le leader de son marché, et voilà. Donc, j'ai des jeunes pousses, j'ai pas mal de jeunes pousses. Ok, et voilà. Donc, tu rajoutes des clients dans ta boîte. Évidemment, c'est plus de travail. Comment tu fais pour gérer ce travail en plus ? Alors, j'ai monté une équipe. Et donc, j'ai 4 personnes qui travaillent avec moi. Et voilà, donc principalement, alors j'ai une personne Lorraine, qui s'occupe du service client et qui est extraordinaire, qui s'en occupe de manière parfaite et très content. Une chose intéressante qu'on peut dire à ce propos-là, c'est que ton équipe, tu l'as fait bosser pour tes clients et donc elle est mutualisée. Ce qui est intéressant parce que moi, par exemple, mes besoins en support client, c'est pas une personne 24 heures sur 24. Tu vois, c'est peut-être une demi-heure, 1 heure par jour. Et donc, ce qui permet en fait d'avoir ton équipe qui peut bosser sur plusieurs clients en même temps. Ok, donc là, tu as ta boîte qui s'est développée. Tu as ton équipe qui bosse à plein temps. C'est des salariés ? Non, tous ont une relation juridique de prestataire. Mais pour moi, je fais pas une différence. Tu vois, j'ai jamais aimé cette différence de prestataire-salarié. C'est des termes qui font pour moi pas sens. Tu vois. Alors, la question, pour moi, il y a 2 types de relations. Soit tu es associé partenaire, donc soit tu as des parts, soit tu as un contrat sur le chiffre d'affaires ou autre, sur le bénéfice, etc. Soit il y a une espèce de lien de subordination et tu es soit prestataire, soit salarié, mais la différence, elle est pas énorme en fait. Il n'y a juste pas le code du travail qui vient gros comme ça régir comment on doit se parler et comment on doit travailler, tu vois. Donc je précise que tu n'es pas suisse, tu as grandi en France ? J'ai grandi jusqu'à mes 21 ans en France et dans quel coin ? Donc moi j'ai grandi dans le 93 et comment dire, j'ai fait mes études à Paris au lycée, puis Saint-Maur-des-Fossés pour l'orgue. Donc ensuite tu es parti en Suisse, tu adorais la Suisse, tu adorais l'orgue. J'adore. Et maintenant tu es en Roumanie. Maintenant je suis en Roumanie, Et tu reviendras pas en France ? Ou en Suisse ? Quand je serai très riche, quand je serai très riche. Non, mais c'est pour des raisons fiscales principalement ou il y a d'autres C'était une conjonction de facteurs. C'était la fin d'un cycle pour moi. En Suisse, je venais de me séparer.
Puis je voulais avoir autre chose. Mon business commençait vraiment à exploser et ça faisait plus sens que je continue en tant qu'organiste. Et à ce moment-là, ah oui, je me souviens, j'avais été voir Jean Rivière à l'époque en Roumanie. Parce que j'ai envie de le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup apporté par son contenu, etc. Et donc j'avais été le voir et tout. Puis j'ai découvert la Roumanie sur place et j'ai trouvé ça exceptionnel. Je savais pas. Moi, j'avais les images de la Roumanie comme un pays du tiers-monde, etc. Tu vois. Et là, j'étais vraiment sur le cul de voir le niveau de vie, la qualité de vie pour le coup que c'était, tu vois. Et le bonus, la fiscalité évidemment, mais surtout c'est un pays qui a une âme, tu vois. Ouais. Moi, j'allais pas aller dans un trou paumé, jamais. Dubaï, ça m'a jamais attiré. L'Estonie non plus, tu vois. Moi, j'ai besoin de vivre dans un pays qui a une âme, et la Roumanie, c'est. ça attaque là. Bah ouais, mais c'est vrai quoi. Tu vois. Non, franchement, tu vois, l'Estonie, c'est un super pays pour qu'une seule raison. C'est que tu as un réseau d'entrepreneurs qui est absolument extraordinaire. C'est le Dubaï de l'Europe, tu vois. Mais à part ça, tu vois, alors tu t'y trouves des trucs sympas, tu vois, mais c'est pas comme la Roumanie, tu vois, qui a vraiment une culture, une gastronomie, une histoire, enfin bref, tu vois. Une dernière question avant de passer aux questions des abonnés. Tu as décidé, il y a combien de temps, 2 ans d'arrêter l'orgue? Quelque chose comme ça? Quand je suis parti en Roumanie. Donc 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. D'arrêter l'orgue et de te mettre à plein temps sur ton business, ce qui est largement justifié parce que ton business a quand même un truc énorme maintenant. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Est-ce que tu penses peut-être un jour revenir dessus? Alors, au niveau professionnel, ça a été une évidence. Déjà, alors, je m'éclatais dans mon boulot, mais il y avait quelques points négatifs, tu vois. J'avais j'avais une haute idée de la liturgie, de la musique, etc., de ce qui devait être joué, etc. Notamment parce que j'ai eu des profs qui étaient particulièrement brillants en France. Et je me suis rendu compte que quand tu es salarié, tu fais pas ce que tu veux. C'est pas moi qui décidais des pièces, etc., qui allaient être jouées forcément. Et ça me gonflait, tu vois. Intéressant, n'est-ce pas ? On va maintenant passer aux questions. Les questions que je vais poser à Félix viennent de mon canal Telegram. C'est un espace privé réservé aux entrepreneurs dans lequel je partage mes meilleures stratégies, les coulisses de mon business et mes techniques d'insider pour se faire connaître et vivre de sa passion. C'est aussi une communauté à laquelle vous pouvez participer. Ne restez pas seul dans votre aventure d'entrepreneur. Je sais que c'est souvent le cas, on se lance, on a plein d'ambition, on a plein d'énergie, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui croient à notre projet, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous comprennent et c'est difficile d'avancer dans ces conditions. Ce canal est là pour ça, il est là pour vous aider. Le seul moyen de le rejoindre, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour candidater. C'est gratuit, alors n'attendez pas, inscrivez-vous maintenant avant de regarder le reste de l'interview pour gagner du temps. C'est fait? Ok, on peut passer aux questions. J'ai demandé à mon audience s'il avait des questions pour toi, parce que pour mon audience, il faut savoir que t'es une légende. C'est genre Félix, quoi. Je découvre. Les gens sont très impressionnés en tout cas par ce que tu fais. C'est toi qui as créé la légende. Ouais, mais tu vois, si t'étais pas là, ça aurait été quand même très très compliqué. Et du coup, j'ai reçu une cinquantaine de questions et j'en ai sélectionné quelques-unes. Ouais, si tu peux y répondre. On va faire Victor Ferrec le café, regarde. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, la punchline. Alors, comment tu t'es démarqué au début? C'est une question de Mohamed. Démarqué pour bosser avec toi ou d'autres? C'est ce que je disais, c'était de se mettre dans tes bottes et c'est de comprendre ce que tu attends et pas de me dire c'est essayer de comprendre ce que tu attends et me dire finalement quand on décide de bosser pour quelqu'un, tu vois, que ça soit salarié ou prestataire, etc. Il faut se mettre au service, au service d'eux et faut essayer de comprendre par empathie qui tu es, de quoi tu as besoin, c'est quoi ta psychologie et au-delà du travail, il y a des choses qui, je sais pas,
qui te font chier ou qu'il y a des choses qui comment dire que t'aimes, etc. Et c'est de se conformer à ça, tu vois. Et ça me paraît normal, tu vois. Ouais. Moi, je trouve aussi que c'est l'empathie. Ouais. C'est vraiment, moi, je trouve qu'il faisait la différence entre ton mail et celui de la plupart des gens. Je dis pas que tous les autres mails étaient mauvais, hein. Il y avait des très bons mails, mais beaucoup de mails, c'était moi. Et toi, c'était toi, tu vois. Toi, c'était vraiment focalisé sur mes problèmes et pas seulement sur ton parcours ou ce que tu fais. Et l'inverse, tu vois, c'est quand tu recrutes et que tu vois ça, en fait, c'est aussi une assurance. Quand tu vois des gens qui sont capables de se mettre à ta place, etc. Déjà, ça prédit d'un point de vue recrutement que tu vas avoir moins de problèmes en termes de management. Voilà, parce que management, c'est si quelqu'un est capable de se conformer à ce que tu attends sans même que tu le demandes, que tu le verbalises, etc., en fait, tu n'as pas besoin de management. Et en recrutant sur un savoir-être avant des compétences, ça me semble être le plus important. Alors, il y a Jérémy K, un certain Jérémy K, qui dit « J'ai pas de questions pour Félix, dis-lui juste que si un jour il arrête, moi je ferme ma boîte. » C'est le meilleur. Jérémy Coleman, ouais. T'as eu des lettres d'amour dans les commentaires. Je passe bonjour Jérémy. J'adore Jérémy, j'adore. Alicia qui demande quel est le conseil inattendu que tu aimerais donner qui fait vraiment la différence pour un entrepreneur dans l'automatisation ou la gestion de son business. Je dirais c'est d'abord la gestion avant l'automatisation, je pense. L'automatisation, c'est quand même quelque chose qui certes peut apporter beaucoup, mais qui est quand même accessoire par rapport aux enjeux qui sont importants. C'est quand même une question d'état d'esprit. Pourquoi si la gestion te limite, si c'est un poids, si c'est un espace mental, une espèce de trou noir de la pensée qui aspire ton énergie, c'est quelque chose qui va te limiter dans ta croissance, tu vois. On en voit plein, tu vois, d'auto-entrepreneurs qui se disent « Ah maintenant, je veux pas faire plus de temps parce que sinon je vais payer la TVA, je vais dépasser le plafond et j'ai pas envie de passer en société, etc. » Donc, il y a énormément d'aspects psychologiques qui se passent déjà à ce niveau-là, mais qui se passent aussi à des niveaux bien plus élevés, tu vois. Et donc, je dirais déjà, c'est pas faire l'autruche en termes d'administratif, etc. De le voir comme un pilier central de l'entreprise. Niveau compta, j'étais pas aux normes, il n'y avait rien qui allait. Et je me disais juste, c'est pas important. Ce qui est important, c'est mes produits. Si je vends pas de produits, ça sert à rien, quoi. Mais en fait, c'est aussi important que les produits parce que si derrière, tu as une compta qui n'est pas propre et que ça te cause plein de problèmes dans ton activité, tu ne pourras pas avoir le cerveau disponible pour tes produits. La compta, la gestion. Alors, la compta en soi, c'est un peu les tâches ménagères, c'est-à-dire que c'est ce que tu es obligé de faire vis-à-vis de l'État. Tu vois. C'est l'État qui te. C'est l'État qui te. C'est qu'en fait, en effet, chez toi, le plus important, c'est peut-être pas de faire le ménage, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire tout de suite, mais si tu le fais pas, tu vas rien pouvoir faire en fait parce que tellement tu arrives à bosser dans un rapport qui est pas propre. Exactement, c'est une très bonne métaphore. Un autre point en termes d'état d'esprit, c'est je vois la différence, c'est beaucoup d'entrepreneurs se lancent pour la liberté et c'est une des valeurs que tu mets en avant et c'est une super valeur, mais il y a un corollaire, c'est que beaucoup de gens finalement se disent tiens, je crée une boîte pour que la boîte soit au service de ma vie, tu vois. Ouais. Mais je pense que pour arriver à un autre niveau, tu vois, c'est-à-dire que c'est bien, je vois beaucoup de gens qui font, tu vois, 10, 15 000 euros par mois et qui voyagent et qui sont heureux. Mais énormément de ces entrepreneurs, tu vois, ils pourraient créer un business à 1 million, 2 millions, peut-être plus. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, tu vois. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ans. Et je trouve ça dommage, tu vois. Et je pense que le premier shift en termes d'état d'esprit, c'est se sentir au service de sa boîte plutôt que la boîte au service de sa vie, tu vois. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'accueil inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, j'ai même un peu l'ancienne génération d'entrepreneurs qui étaient dans cet état d'esprit-là. Et beaucoup, en fait, se sont ruinés la santé pour une boîte qui n'était même pas tellement en croissance juste pour la faire survivre. Au lieu de se dire ah bah tiens, moi j'aimerais bien avoir une vie qui ressemble à ça. Moi c'est comme ça que j'ai designé ma boîte. C'est vrai. J'aimerais bien avoir une vie qui ressemble à ça et donc je vais construire une boîte qui me permet d'avoir une vie qui ressemble à ça. Mais là... Ensuite derrière, si tu aimes ce que tu fais, bah tu vas pouvoir, évidemment tu vas t'y investir, tu vas le développer et tout. Mais parfois genre tu vois une boîte héritée, tu t'hérites la boulangerie de ton papa,
Toi, tu n'as jamais voulu faire ça, mais tu te dis, ouais, mais quand même, c'est la boulangerie de mon papa. Et tu passes ta vie à te suer. Enfin, en fait, ça sert à rien si personne mais n'est le problème, là, c'est de faire des efforts qui produisent aucun résultat. Ouais. Et moi, j'ai une personnalité qui est assez feignante, tu vois. Et dans notre société, tu vois, être feignant, c'est quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose d'autant positif que l'inverse. Ouais. Parce qu'en fait, quelqu'un de feignant, il va toujours trouver ce qui, en minimum d'effort, va apporter le maximum de résultats. Enfin, moi, j'ai des souvenirs, je disais à mes parents quand j'étais tout petit, ils me demandaient de faire un truc et je refusais et je leur disais non, j'use mon sang, tu vois. Quand j'étais tout petit, j'étais tout petit, insupportable. Tu vois, le mec était déjà aristocrate dans sa tête. Tu sais. Mais je le disais pas, en mode aristocrate. Je le disais vraiment. J'ai pas envie de me C'est intéressant. C'est une approche, une vraie. En fait, la flemmardise, c'est une vraie approche entrepreneuriale. Ouais. Parce que tu cherches à optimiser quand tu es flemmard. Et c'est une approche qui est c'est l'entrepreneuriat. Long terme. C'est-à-dire que quand tu es feignant, du coup, tu tires jamais sur la corde. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu augmentes tes chances d'être là à long terme. Ouais. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont trop dans le sprint, bah, du coup, à un moment, ils s'épuisent et ils n'arrivent pas à faire le shift. Ouais. Et le problème, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Tu vois, c'est pas un sprint. Si tu commences à aller trop vite au départ, tu finis pas la course. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que quand tu es travailleur, quand tu es typiquement le bon élève, en fait, tu as une tâche à faire, tu vas la faire. Quand tu n'es pas le bon élève, tu vas chercher à t'en débarrasser. Ouais. Et donc, tu vas créer une machine qui, à terme, va te permettre de passer moins de temps à faire cette tâche, tu vois. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. C'est créer des machines qui te permettent de te démultiplier, de faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça que beaucoup de gens me demandent « Ouais, mais moi, je suis flemmard, je procrastine et tout. » C'est bien. Bah oui, c'est un truc qu'il faut utiliser. Moi aussi, je suis un énorme flemmard et c'est pour ça que je travaille que le matin. Et si j'ai les résultats de chiffre d'affaires que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout optimisé dans la boîte. Et j'ai fait en sorte vraiment de travailler que sur les trucs que j'aime faire, qui ne me demandent pas trop d'efforts et qui apportent le maximum de résultats. Et jamais je serais allé chercher ces trucs-là si j'étais un bon élève. J'aurais juste fait ce qu'on attendait de moi. C'est sûr, mais tu vois, c'est pas incompatible avec le fait d'être au service de sa boîte. C'est-à-dire que la différence, ça va être, tu vois, celui qui crée sa boîte pour être à son service, il va avoir dès qu'il commence à réussir, il va se limiter, tu vois. Il va se dire, c'est bon, il n'y a plus besoin. Après, ça dépend de l'ambition de chacun aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu as le droit, en fait, de ne pas avoir l'ambition d'aller plus loin. Moi, je trouve ça... Et je pense qu'il faut suivre aussi ce qu'on a envie. Moi, à la base, j'étais parti en mode, j'ai juste envie de gagner de quoi vivre et de plus jamais bosser pour un patron. C'était ma seule ambition, hein. Et je voulais aller vivre au soleil et puis rien foutre de mes journées. Et en fait, je me suis dit, putain, merde, j'ai envie de faire plus, ça me plaît, j'aime bien avoir des bons chiffres, etc. Et en fait, c'est cette ambition qui m'a amené à creuser davantage le truc. Moi, je Mais trouve si tu ça n'as pas cette dommage. ambition, pourquoi se forcer ? Moi, je trouve ça dommage parce que c'est possible. Ouais. C'est possible d'avoir un business en croissance, de faire des très beaux chiffres et d'avoir une liberté qui est immense, tu vois. Pourquoi se limiter quand tu fais 10 000 ? C'est sûr. Quand tu peux faire 100 000 avec le même effort, tu vois. Mais encore une fois, pour moi, l'objectif, ça reste d'avoir une meilleure vie à la fin, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu auras une meilleure vie, quand tu fais 100 000. Mais pas si tu deviens esclave de tâches que tu n'aimes pas faire, bien sûr. Juste pour faire un peu plus ce mois-ci, quoi. Bien sûr. Mais si tu comment dire, tu fais attention à cet écueil et tu gardes cette même intensité et du long terme, bah, tu continues à progresser, tu vois. Et il y en a beaucoup qui se limitent. Moi, tu vois des gens qui ont des potentiels de fou et qui... ils sont pépères et tout. Parce que, je sais pas, il faut leur dire. Ça te permet de secouer. Toi, ça t'énerve, ça, je sens. Ouais, non, mais ça m'énerve. Et donc, Alicia, c'est qui posait cette question, posait une autre question intéressante qui était, c'est quoi tes ambitions futures ? Que tu as l'air d'en avoir. C'est quoi ? Je sais pas, moi, je deviendrais bien, je sais pas, Warren Buffett, avoir une... Enfin, comment dire ? Je devrais bien Warren Buffett, tu vois. Attends, j'ai le tableau, là. T'as vu la fortune de Warren Buffett ? On l'affichera, regarde. C'est la fortune de Warren Buffett par rapport à son âge. Bah, tu vois, ça monte bien, là. Non, mais, tu vois, c'est incroyable de voir, en fait, le temps que ça a mis avant que ça devienne impressionnant. Tu vois, attends, je rebondis là-dessus, tu vois. J'y pensais pas, mais Warren Buffett, tu vois. Il continue à faire ce qu'il fait parce qu'il fait ce qu'il aime. Ouais. Et que s'il arrêtait de faire ce qu'il faisait, il s'emmerderait et il mourrait juste de dépression, tu vois, parce que tu décroît, tu vois. Et Warren Buffett, il est
plutôt lead dans son domaine. Il s'accroche à la vie, quoi. Il bouffe des McDo tous les matins et le mec est en pleine forme. Alors, il doit avoir des. C'est là que tu vois quand même que de vivre faire ta passion au quotidien, c'est un truc qui est bon pour la santé. Mais quoi. tu vois, C'est il aurait bon pu, pour toi. Warren Buffett, il aurait pu se dire ah tiens, j'ai 1 million, je vis de mes revenus passifs, j'arrête et tout, tu vois. Non, tu vois, Ouais, bien c'est sûr. pas ça, tu vois. C'est vrai. Mais on peut pas tous être un Warren Buffett, par définition. Non, moi je le serais, tu vois. Ok, ça répond à la question. La question que tout le monde m'a posée, c'est comment on fait pour t'embaucher? Oula. Il faut être une jeune pousse en croissance. Ouais. Donc mon meilleur profil, c'est l'entrepreneur le créateur de contenu qui suit tes méthodes, souvent, qui est encore en auto-entreprise et qui commence à faire 20-30 000 de chiffre d'affaires par mois et qui commence à sentir qu'il se sent dépassé, peut-être parce qu'il a fait des erreurs, il n'a pas encore déclaré sa TVA ou il a mis en vente de marchandises ou tu vois, des trucs Vous comme n'êtes ça. pas perdu. Donc, une solution existe. moi, aujourd'hui, c'est le profil que je cherche. Après, je suis pas... Des gens qui ont déjà leur boîte, je suis un peu réticent, mais il faut voir, tu vois. Alors, il faut vraiment que ça soit du... Il faut que ça soit... Ouais. Faut des gens aussi qui soient prêts à investir sur toi, j'imagine. Genre pas le mec radin qui va rien vouloir lâcher. Bah ouais, ouais. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'avec toi, parfois, il y a des gens, ils comprennent pas en fait la valeur que tu peux apporter à leur boîte, qui en fait c'est une valeur de cofondateur. C'est-à-dire que moi, je considère c'est comme si tu étais cofondateur de la boîte, tu fais quand même une bonne partie du travail, et donc ça mérite quand même de te payer un prix juste. Je pourrais, tu vois, entre guillemets, prendre des parts, etc. Mais c'est un modèle que j'aime pas du tout parce que en prenant des parts, tu vois, en fait, enfin, comment dire, déjà, tu peux arrêter de bosser et revendre tes parts à quelqu'un et continuer à avoir de l'argent. Je trouve pas ça juste, tu vois. Et je trouve pas ça un modèle simple parce que je crois plutôt à tu vois, l'entrepreneur qui détient tout, c'est quand même son projet, c'est quand même son bébé, etc. Donc, je suis pas comme Thomas Piketty ou Bernard Friot, il faut partager la boîte, tu vois, etc. Pas du tout. Mais je pense que tu vois un pourcentage sur soit le chiffre d'affaires, soit le bénéfice. Moi, j'aime bien le chiffre d'affaires parce que c'est quelque chose qui est pas, tu vois, falsifiable, c'est très concret, etc. Je trouve que c'est un bon modèle parce que ça permet aussi de chacun d'être libre. Tu vois, si demain, je sais pas, je faisais du mauvais boulot, etc., bah, tu pourrais arrêter de travailler avec moi sans problème. Et voilà, c'est simple parce que les gens restent avec toi parce que tu es indispensable à leur boîte. Voilà. Et pas parce c'est pour des bonnes raisons. Et pas parce que je suis juridiquement, l'associé invirable. Tu vois. Ça, J'aime bien moi cette approche dans la vie en général. De pas essayer de rendre les gens forcément dépendants légalement ou via des contrats. En tout cas, faire en sorte que les gens soient tellement contents de nous dans leur vie qu'à aucun moment ça leur vient à l'idée de se débarrasser de nous. Tu vois. Je trouve que c'est une meilleure approche par le mérite plutôt que par la combine. Je suis d'accord. Alors, il y a un certain Hugo de AH, c'est un mec client, ça. qui dit « Je suis en train de faire bâtir une statue de 15 mètres de haut à son effigie dans le jardin. » Merci Hugo. Bah, on se voit en janvier à Paris, donc à très vite. Bon, je sais que tu peux parler pendant des heures de ça, donc on va essayer de faire court. Il y a Théo qui demande comment tu as construit ton équipe. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question et c'est pas facile. Alors moi déjà, je pars de loin en termes de recrutement et de management, même si j'ai plutôt cette habilité à repérer des traits psychologiques et de voir un peu comment fonctionnent les gens. C'est quand même le recrutement et le management, c'est quand même un autre univers. Moi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que je me suis fait accompagner en termes avant, je pensais que les entrepreneurs qui se faisaient accompagner et qui dépensaient des sommes folles dans des accompagnements, que c'était juste des pigeons ou des machins, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup limité dans ma croissance. Bah, je me fais accompagner par Mehmet qui est ancien directeur de magasin chez Esprit. C'est l'entrepreneur, enfin c'est l'ancienne économie, tu vois. Et c'est ça qui m'a aidé. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont aidé. Bah, tu vois, Jérémy Coleman, j'ai trouvé qu'il était vachement inspirant par la boîte qu'il a créée. Je crois que tu fais passer aussi chaque membre de ton équipe par un entretien qui est assez rigoureux, avec des questionnaires. Il y a un gars qui s'est plaint dans les commentaires en disant que tu l'avais pas, tu l'avais pas choisi
Alors Attends, il y avait ouais. plein de fautes d'orthographe dans son message, donc je me dis c'est peut-être pour ça. Ouais. Ah bah alors tu vois en termes de recrutement, nous on a fait les choses à l'ancienne. Alors j'ai fait aussi appel à Julien qui m'a aidé pour le process de recrutement, etc. Donc j'avais 2 personnes, tu vois, qui ont des profils totalement différents pour m'aider. Et en fait, on a fait un truc vraiment standard, genre boîte traditionnelle, pour justement révéler un peu, tu vois, c'est pas parce qu'on travaille sur le web que qu'il faut juste c'est la liberté, on fait n'importe quoi, etc. Et donc tu vois, typiquement, il y avait mets ton CV, tu vois. Mets ton CV. Le truc objectivement, ça sert pas, tu vois. Mais déjà voir comment la personne se présente dans son CV. Ok, ouais. C'est une lettre de vente. C'est d'avoir des éléments qui sont des gages de comment la personne se comporte. Est-ce qu'elle est capable de vraiment répondre à ce que tu veux, ce genre de choses. Bien sûr. Et c'est un des éléments, tu vois, qui nous a permis de choisir des candidats qui nous intéressaient le plus. On a beaucoup de débats là, sur la base des CV, tu vois. Tiens, le code couleur, comment c'est agencé, quel type de personnalité c'est, machin. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, j'ai envie de rencontrer cette personne. Je pense que derrière, il y a quelque chose. Puis après, Julien a fait des entretiens. Moi, j'ai fait un deuxième entretien derrière. Et surtout, comment dire, en termes d'entretien, ce qui était le plus important, c'est qu'on a eu 2 axes. C'est pas les compétences qui étaient importants, c'est d'aller chercher la motivation derrière, c'est-à-dire pourquoi les gens viendraient bosser pour moi, c'est quoi leur raison cachée, tu vois. Le truc qu'ils te disent pas forcément, tu vois, première chose. Et deuxième chose, c'est quel type de personnalité c'est, les valeurs derrière. Alors tu le dis pas forcément de manière aussi frontale, tu vois, mais tu essaies de comprendre ça en fait, pour voir si ça fit avec ta culture. Tu essaies aussi de te former un peu en psychologie pour identifier les schémas, les typologies de personnes, etc. Il y a Mehmet qui m'a initié au ProcessCom. Mais Mehmet, c'est son nom, il a un prénom ou... C'est son prénom, oui. D'accord. C'est son prénom. J'ai vu ça, un pseudo. Mehmet Gül, voilà. Okay. C'est de quelle origine? Il est turc. Ok. Je connaissais pas. Ok, voilà. Il devient hyper populaire sur TikTok et tout. Ah ouais, c'est top. Une avant-dernière question, c'est une question de Jack qui demande comment trouver son propre Félix. Moi, si je peux donner un conseil personnel, si vous avez une audience, ça peut être utile de demander d'abord à cette audience-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que forcément des membres de votre audience qui peuvent le faire. Mais l'avantage des gens qui sont déjà dans votre audience, c'est qu'ils vous connaissent très bien, ils savent votre façon de travailler et ils accrochent avec votre personnalité. Après, il peut y avoir un danger, c'est que ça peut être des gens qui veulent devenir comme vous, qui veulent faire la même chose que vous. Dans ce cas-là, il ne faut pas les embaucher parce qu'ils vont partir. Il ne faut pas vouloir devenir le calife à la place du calife. Exactement. Tu vois. Donc, pas la personne qui est exactement comme vous. En tout cas, la personne qui s'intéresse quand même à ce que vous faites, à vos méthodologies, à comment vous travaillez, et qui peut, du coup, voilà, vous faites une partie du travail, vous n'aurez pas à lui expliquer, elle est déjà compatible avec votre façon de travailler, entre guillemets. Toi, c'était ton cas, je t'ai trouvé dans mon audience, et c'est vrai que plusieurs autres personnes avec qui j'ai travaillé viennent de mon audience. Ouais, je pense que c'est un point qui est crucial, et faut essayer de voir, le plus important, c'est la personnalité, surtout le soin que la personne donne à la relation. C'est-à-dire, je parlais embaucher des Suisses, tu vois, je parlais des Suisses et de cette mentalité qui est de prendre soin de la relation. À partir du moment où tu travailles avec des gens qui valorisent la relation et le long terme comme étant les valeurs les cardinales, peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a je sais pas, il y a des trucs qui sont pas faits à court terme, la personne va se corriger, tu vois. Mais s'il n'y a pas cet élan-là, peu importe ce qui va se passer, ça va pas fonctionner. Dernière question de Anne-Isabelle qui dit juste un petit bonjour d'Anne-Isabelle. On a appris l'orgue en même temps, je suis resté dans les orgues, mais cela me ravit de retrouver Félix ici et qu'il ait trouvé une voie dans laquelle il est si bon. Bravo Félix. Merci Anne-Isabelle, je vois très bien qui c'est Anne-Isabelle, je te passe le bonjour. J'ai passé des années merveilleuses avec toi et je te suis sur YouTube et ouais, c'était des super années qu'on a passées ensemble et Anne-Isabelle a beaucoup de talent et ouais.
Alors de ce que j'ai vu, tu t'es lancé dans la création de contenu. Tu as un compte Instagram, c'est ça, où tu partages des infos? Alors je débute, hein, donc, Ouais. et c'est drôle parce que ça me permet aussi. Moi, je l'ai toujours vu, tu vois, ton métier et mes autres clients. Quand même, comme il y a une partie de ton âme, tu vois, je vais pas dire, tu vends une partie de ton âme parce que c'est pas juste, mais il y a quand même le fait de créer du contenu, de passer de l'autre côté, d'être public, etc. Il y a quand même il faut quand même sortir de sa zone de confort de manière assez importante. Alors je pense qu'on a des prédispositions, peut-être certains plus que d'autres, ce qui n'est pas mon cas. Donc je commence tout à fait là. Je commence sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram là. C'est quoi ton pseudo? LRB_Félix. Je peux prendre quasiment un nouveau client par an, tu vois. Donc je peux plus, on arrive à notre limite de maximum et on veut garder cette qualité, etc. Pas faire de la grosse agence. Et c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'impact, aider plus de personnes, c'est permettre à des gens d'apprendre par eux-mêmes et d'utiliser la gestion comme un allié. Formation. Pour le moment, je fais du contenu gratuit parce que j'ai pas besoin de sortir des formations. Ça pourrait te permettre de scaler, de toucher plus de monde. Ouais, voilà. C'est assez niché, mais je pense que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à aller sur son Instagram parce que franchement, c'est bien, c'est qualitatif. Moi, je trouve que tu débrouilles bien pour quelqu'un qui a jamais fait de vidéo. Merci. Moi, je pense que ce serait une bonne idée aussi pour toi quand tu fais du contenu quand même qui est assez niché. Tu vas probablement pas faire des millions de vues sur Insta avec ça. Mais n'hésite pas à aller par exemple sur YouTube, à faire des lives. FAQ, tu vois, par exemple un live par semaine où tu réponds aux questions très précises des gens. Je pense que ça pourrait apporter une vraie valeur et ça pourrait te permettre de construire ton audience. Tu fais ta liste email à côté. Voilà. Top. Merci. Et si quelqu'un veut bosser, en tout cas, si quelqu'un veut tenter de bosser avec toi ou veut t'envoyer sa candidature, c'est encore possible? Tu as encore des places ou pas en ce moment? Alors maintenant, j'ai un process qui est décourageant. Donc maintenant, pour ceux qui veulent bosser avec moi, en fait, il faut qu'ils payent une consultation à 500 € d'abord. Et c'est seulement à ce moment-là, après, ils me posent toutes leurs questions, je leur apporte toute mon expertise de manière condensée pour répondre à tous leurs problèmes. Et si c'est des gens qui sont dans ma cible, à ce moment-là, je leur propose quelque chose. Le nom du site, c'est lerenardbleu.eu. .eu. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait comme Conto, j'ai mis .eu. Ah ouais, nos meilleurs amis. On mettra le lien en description parce que personne ne connaît ce truc de .eu. Et merci beaucoup, en tout cas, c'était super intéressant. Et voilà, j'espère que ça t'a plu et j'espère que... à bientôt. Salut Félix, ciao. Salut. Ça vous a plu? Moi j'ai adoré cette discussion avec Félix. Vous retrouverez bien sûr les liens vers son site et son Instagram juste en dessous dans la description. Il y a aussi un lien vers mon canal Telegram privé dans lequel je partage les coulisses de mon business et tout ce que je peux pas vraiment dire sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes sérieux dans votre projet, vous devriez rejoindre ce canal. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on discute des vrais sujets, c'est là qu'est la communauté. Pour le rejoindre, cliquez sur le premier lien en description. Merci et à tout de suite sur le canal.